Mazarine Pinjot, je me tourne vers vous. Votre nouveau livre s'appelle Inappropriable, ce que l'IA fait à l'humain. Et vous penchez sur les effets de la révolution numérique qu'on est donc tous en train de vivre, et notamment sur les conséquences de l'IA, sur la vérité, sur la démocratie et sur le langage. Le langage dont vous rappelez effectivement qu'il a longtemps été considéré en philosophie comme le propre de l'homme, comme ce qui nous distingue des autres espèces. En quoi l'IA est-elle en train de remettre cette particularité en question, très concrètement? Parce qu'elle parle, et elle parle comme vous et moi, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas que répéter, c'est pas du copier-coller, elle invente. Pour autant, qu'est-ce qui distingue la parole humaine de la parole de l'intelligence artificielle? Plus rien. C'est ça le problème. C'est-à-dire que lorsque vous posez une question à ChatGPT, ou Gemini, ce que vous voulez, Claude, il vous répond, et sa réponse est pertinente. Et vous pouvez lui poser une question sur n'importe quoi. Il vous répondra toujours. Après vous avoir dit en plus que votre réponse était vraiment formidable, enfin, votre question était vraiment très intéressante. Merci. Mais bon, au-delà de cette flatterie qui pourrait être qui fait partie du modèle, il peut vous répondre sur tout. Peut-être que sa réponse sera erronée, peut-être qu'il y aura des erreurs, mais il n'empêche, comme un être humain. D'ailleurs, un être humain, il peut aussi se tromper. Donc, en réalité, dans sa syntaxe, dans sa grammaire et dans sa capacité à organiser un certain nombre de signes dans une multitude de possibilités, il parle comme vous et moi. Et c'est bien le problème. Alors, c'est passionnant. Ça veut dire que les machines, en fait, produisent du discours, du langage qui imite celui des humains. Pour autant, diriez-vous que notre langage finit par imiter celui des machines? D'une certaine manière, bien sûr. En quoi? La manière de prompter, la manière d'écrire un message. Lorsque vous écrivez sur un réseau social, vous êtes limité dans votre espace et dans votre temps. C'est-à-dire que le format qui va préempter votre message, le format qui va décider du succès ou non de votre message, parce qu'on sait bien que le message va être plus ou moins partagé, va circuler plus ou moins, et que son succès, ça sera plutôt la clé de sa viralité, si vous voulez. À partir de ce moment-là, le format va induire nécessairement un certain type de message. Et donc, vous n'êtes plus autonome dans votre production de langage. Une production de langage autonome serait, d'une certaine manière, devant une page blanche où là, vous pouvez libérer, je sais pas, vos passions, vos instincts, etc. À partir du moment où vous devez énoncer une pensée en 150 signes ou en je ne sais pas combien et de manière simple, courte, etc. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit court. Forcément, votre pensée en pâtit. C'est logique. Il me semble que l'IA est très adaptée, telle elle se déploie, à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Mais complètement. Voilà. Parce que le libéralisme, c'est l'idée qu'il y a un marché, et que le marché, en quelque sorte, sélectionne, fait un certain nombre de processus, quoi. Alors que quand on passe au néolibéralisme, c'est l'humain qui s'adapte au marché. Ça, c'est très différent. Et donc, avec l'IA, il y a un renversement dans le rapport à la technologie qui est un peu symétrique du rapport au marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'humain qui va s'adapter à l'IA. C'est-à-dire que l'IA, elle commence par imiter l'humain, mais aujourd'hui, c'est l'humain qui imite l'IA. C'est-à-dire, pour être plus performant, un certain nombre d'humains ont décidé, sans le décider vraiment, progressivement de suivre l'IA pour être plus performant. Mais le problème, c'est le critère. Pourquoi faut-il être performant ? Pourquoi faut-il avoir des résultats ? On parlait d'éducation tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe dans l'enseignement. Vous posez la question, à quoi bon encore apprendre dans votre livre ? En fait, c'est ça. Le problème, c'est la culture du résultat. Parce qu'on peut se dire, c'est vrai que c'est génial, ChatGPT, on l'utilise tous, il va nous donner une réponse en 2 temps, 3 mouvements. On n'a pas besoin de faire tout le parcours laborieux, pénible de l'apprentissage. Raison pour laquelle les étudiants vont privilégier nécessairement, ce qui est normal, je les comprends. Et nous aussi, vont privilégier une IA plutôt que de prendre, 6 heures à aller chercher dans une bibliothèque, à réfléchir, à problématiser. Donc la tentation, elle est trop grande. Et donc ce qu'on ne comprend plus, c'est que penser, c'est le chemin, c'est pas l'aboutissement. Or, l'IA, elle va vous donner le résultat. Et pourtant, l'IA, elle s'entraîne, contrairement aux étudiants qui s'entraînent de moins en moins. Elle s'entraîne. Non, mais c'est vrai, on a un passage de relais. Et on ne se rend pas compte que savoir, réfléchir, avoir une pensée critique,
ça se muscle, ça s'apprend. C'est quelque chose qui se pratique. Mara et c'est pas Goyet, juste un résultat. Et en fait, enseignante. c'est aussi un problème civilisationnel, cette culture Et de démocratie, du on va y résultat et cette revenir. culture de la performance. C'est assez différent parce que j'ai pas des étudiants, j'ai des collégiens qui sont enfermés dans une salle de classe sans IA, sans téléphone, ni rien. Donc on est dans un espace assez neutre de privation extrême pour eux, ce qui fait qu'ils sont tellement en manque que parfois ils téléphonent avec leur calculatrice pour reproduire le geste, tellement C'est la question de la souffrance. Mais oui, c'est bien, sauf que après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si l'enseignement au collège, c'est juste un endroit où il n'y a pas l'IA, c'est assez pauvre comme contenu. Mais c'est là où je vous rejoins, c'est qu'en fait, ce que les élèves aiment, c'est inventer, apprendre et même faire des efforts, et puis tout d'un coup, avoir une idée délirante sur Azincourt ou la tapisserie de Bayeux. Et ça, l'IA, elle ne l'aura pas. En quoi, Mazarine Pinjot, en fait, il en va de notre liberté individuelle de continuer d'apprendre, précisément, et aussi de l'avenir de nos démocraties? Parce que c'est ça, ce sont les questions que vous posez dans votre livre. Donc, cette question de l'apprentissage, moi, elle me semble centrale, encore une fois, parce que apprendre, c'est se former soi-même. C'est pas juste produire du contenu, c'est soi-même se transformer. Et donc, si on fait l'économie de ça, alors que la machine elle-même ne le fait pas, je pense qu'il va y avoir un massacre générationnel. Enfin, vraiment, moi je suis très inquiète là-dessus. C'est pour ça que je pense que la régulation doit arriver de manière urgente. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion collective et politique là-dessus, parce que seule la réponse sera politique. Elle ne peut pas être économique par définition. Je veux dire, c'est plutôt l'économie pour l'instant qui l'a emporté. Donc, la réponse sera nécessairement politique. Le problème, c'est justement que cette IA et les usages de l'IA, parce qu'en fait, on collabore à l'IA, puisque c'est nos usages qui la perfectionnent. Donc ça crée une forme de schizophrénie indépassable. Et ça, c'est extrêmement délétère, parce que plus on lui répond, plus on lui pose des questions, plus on l'alimente. Donc comment voulez-vous vous en départir ? C'est de plus en plus difficile. Et donc du point de vue de la démocratie, le problème, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, enfin, il y a plein de problèmes, mais l'un des problèmes, c'est la question de l'espace public. C'est quoi un espace public qui en fait est privé, qui appartient à des grandes majors, dont les algorithmes restent relativement opaques, même si on comprend bien quelle est leur finalité, malgré tout. On l'a dit, c'est le succès, c'est la viralité, c'est la polarisation, c'est la fragmentation. En quoi est-ce un espace public ? Comment pouvoir sanctuariser la pluralité, le débat ? Je suis pas sûr que la réponse soit politique. Elle est en partie politique, mais à mon sens, la réponse, c'est aussi une réponse spirituelle. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. L'exercice je suis d'accord spirituel, avec vous, mais ça, c'est une réponse individuelle. Ça permet de résister à la dépendance. Non, mais moi, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça, c'est une réponse individuelle. Et on ne peut pas demander aux uns et aux autres d'apporter le salut. Il faut qu'il y ait aussi une réponse collective. Pas le salut. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait une réflexion collective. Et effectivement, mais là, je suis d'accord avec vous. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un sursaut sur la question. Dans votre livre, Mazarine, il y a un nom qui revient plusieurs fois, et c'est aussi le cas dans votre livre également, Mara Goyet. C'est le nom d'Alexis de Tocqueville, grand penseur de la démocratie, à qui l'on doit notamment de la démocratie en Amérique, texte visionnaire dont on a voulu vous faire entendre un extrait ce soir. Et pour ça, je vous demande de bien vouloir accueillir sur notre plateau un comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Swan Arlo. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche, mais il ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux, et cherche à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur,
pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leur plaisir, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre. Swan Arlo, merci infiniment. Merci à vous.